Il est 30, on y va? Yes, bonjour à toutes et tous. Nous allons commencer ce webinaire. Alors, pardon, j'ai lancé la diffusion quelques minutes avant l'heure dite, mais ce qui a permis à vous toutes d'arriver. Je m'appelle Marthe Corpé, je suis responsable des affaires publiques de SS France et je pilote avec Antoine Goulard, que vous voyez apparaître derrière le nom aussi ESS France sur votre écran, le projet République de l'ESS. La République de l'ESS, qui est un projet que nous avons lancé en novembre dernier et qui a vocation à construire collectivement avec les entreprises, les acteurs, les organisations, mais aussi les citoyens qui constituent l'économie sociale et solidaire parce qu'ils sont curieux, parce qu'ils sont bénévoles dans une association, parce qu'ils sont salariés d'une structure de l'ESS, parce qu'ils la dirigent, ou parce qu'ils sont simplement intéressés par une économie qui propose, produit, s'organise et fonctionne différemment de l'économie conventionnelle et qui propose un certain nombre d'alternatives au cadre que nous avons classiquement. La République de l'ESS s'adresse donc à tout ce monde-là pour faire en sorte que collectivement, nous essayons de réfléchir ce que nous souhaitons finalement dire au monde. C'est-à-dire quel message nous voulons passer en tant que SS, comment faire pour sortir des cadres traditionnels de production, comment faire pour s'organiser différemment. Et finalement, quand on est ce peuple de l'ESS, eh bien, on a un certain nombre de choses à dire. Et la République de l'ESS est un projet qui souhaite donner la parole et faire en sorte que ces choses-là puissent être dites publiquement et connues. Donc, c'est un projet que nous avons lancé en novembre 2020 et qui finira lors d'un congrès en décembre 2021, a priori le 2 décembre, si vous avez déjà envie de noter dans votre agenda. Et ce sera l'occasion pour nous de rendre publics les travaux que nous avons lancés. La République de l'ESS s'appuie à la fois sur un collectif d'animation de volontaires et de bénévoles, mais aussi sur un certain nombre d'outils. Vous avez pu certainement voir le lien larepubliqueess.org, qui est une plateforme contributive qui vous permet à la suite d'avoir créé un profil, de pouvoir faire remonter des propositions, accéder à des ressources, proposer des événements, puisque la République de l'ESS appartient à tous et toutes. Et puis, vous le voyez aussi, nous lançons un certain nombre de projets pour traduire qu'il faut vivre autrement et qu'on peut vivre autrement. Et ces projets, comme la plateforme vivesansamazon.org, sont principalement d'ailleurs l'objet de notre discussion aujourd'hui. Donc, je vais laisser Romain Slitin, qui est en charge de l'animation de cette première Agora. Donc, les Agoras, ce sont ces temps collectifs que nous organisons, présenter les intervenants et prendre la main sur ce webinaire. Merci à toutes et tous d'être si nombreux, de nous avoir autant soutenus depuis qu'on a lancé cette idée et j'espère surtout qu'on verra encore plus nombreux pour contribuer et participer à ce projet. Merci Marthe, bonjour, bienvenue à tous dans cette Agora Vivre sans Amazon, est-ce possible avec l'ESS? Je suis très heureux d'animer ce temps avec vous. Je suis donc Romain Slitin, enseignant-chercheur à Sciences Po et à Paris 1 sur les questions d'économie sociale et solidaire et je travaille en particulier sur l'entrepreneuriat de territoire et membre du collectif d'animation de la République de l'ESS et à ce titre, j'ai le plaisir d'animer cette Agora. C'est donc la première Agora thématique avec l'idée de nous réunir autour de controverses et de thématiques qui peuvent parler à tout le monde. C'est-à-dire que l'idée, c'est à la fois de parler et de se parler entre acteurs de l'ESS, mais de parler au monde et sortir de nos débats internes pour pouvoir interpeller la société dans son ensemble. Il y a plus de 300 inscrits sur cette Agora, ce qui est déjà un beau signal. Et je voulais vous dire que cette Agora a pour objectif vraiment d'être le plus interactif possible. L'idée, c'est à la fois de mieux se connaître, de se nourrir d'idées et d'initiatives nouvelles, mais surtout de construire ensemble des propositions pour que l'ESS porte une voix plus forte dans la société et aussi d'imaginer des projets nouveaux ou de renforcer ceux déjà existants. C'est pourquoi ce webinaire, cette Agora sera très interactive avec un certain nombre de questions qu'on vous posera. Il y a également l'onglet questions dans l'interface qui vous est réservée et donc n'hésitez pas à faire part de vos remarques, questions, interrogations, désaccords ou accords pour qu'on puisse
soit y répondre en direct, soit dans tous les cas, le prendre en compte pour la suite, parce que nous avons 2 heures ensemble, c'est court, mais tout sera consigné pour la suite. Donc, le webinaire sera organisé en 3 temps. Tout d'abord, on va vous lancer dès à présent un petit sondage et des questions pour voir déjà comment vous vous situez par rapport à ce sujet, quelles sont vos premières idées, vos premiers intérêts pour la thématique. Ensuite, nous aurons un temps qui est le cœur de l'Agora, qui sera un échange avec nos 3 invités que je vous présenterai tout à l'heure, qui agissent au quotidien pour proposer des alternatives à la consommation des méga plateformes, pour le dire ainsi. Et puis, nous aurons un 3e temps pour aller plus loin ensemble et imaginer des solutions et des actions à mener pour la suite. Et toutes les énergies et les bonnes volontés sont bien évidemment les bienvenues. Alors, sans plus attendre, je vous propose de lancer un premier petit questionnaire très simple. Et je vais demander à Antoine Goulard, que je remercie d'avoir préparé avec moi cette Agora qui sera aux manettes de la technique, de lancer, si ça marche, la première temps de questions à tous les participants. Voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous rendre sur le site wooklab.com, sur votre smartphone, si vous le pouvez, que ce sera plus simple pour répondre aux questions et voir les réponses en même temps, avec le code que vous voyez ici, AGRPOJ. Sinon, vous pouvez vous rendre directement sur votre ordinateur, sur cette même adresse. On va vous poser 3 questions assez rapidement et ça va nous permettre de savoir un peu plus, en savoir un peu plus sur vous et déjà que vous puissiez commencer à participer à ce webinaire. Où on trouve le lien là sur le chat? Alors, je vais vous mettre le lien, vous l'avez à l'écran, sinon je vais vous le mettre dans le chat également. Donc, c'est Wooklab, AGRPOJ. Voilà, c'est le mot de passe en arrivant sur l'écran d'accueil ici. Et donc, on vous laisse quelques secondes, 1 ou 2 minutes, et puis on attend avant de projeter les réponses. Donc, vous l'avez aussi sur le chat, si vous voulez répondre sur votre ordinateur. Voilà, c'est bon, sur le chat. Alors, il y a marqué qu'il n'y a pas de questions lancées pour l'instant. Oui, on va commencer avec la première question. Et donc, vous voyez, il y aura les réponses qui vont arriver en direct et ça va permettre de visualiser un petit peu comment vous vous positionnez sur cette première question. Avez-vous utilisé Amazon en 2020? Alors, on n'a plus trop de réponses. Je vais laisser encore quelques secondes. Mais on voit quand même que c'est assez partagé déjà. Alors, ne révélons pas. On peut passer peut-être à la deuxième? Si on passe à la deuxième, on ne va plus pouvoir revenir trop sur les réponses, je crois, donc on peut commencer un petit peu commenter. Ah, pardon. Alors, OK. Alors, lançons les réponses. On va avoir une première tendance. Ah, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Du coup, on voit qu'il y a 55% de oui, 45% de non. C'est quand même assez partagé. OK. Deuxième question. Donc, c'est dans la suite directe. Pensez-vous utiliser Amazon en 2021? On voit déjà des réponses un peu plus tranchées.
Pour ceux qui viennent d'arriver, il faut vous connecter sur Il y a toujours le wooclap.com code en haut. Oui. et avec le code AGRPROJ et ensuite répondre. Donc là, on a des réponses un peu plus précises Voilà. sur oui de manière inconditionnelle, oui par manque d'alternative ou non. Donc peut-être une volonté en 2021 de changer ces modes de consommation un peu plus. Troisième question, Antoine. Et la troisième question, oui, elle est plus ouverte. Est-ce que le SS peut devenir une alternative à Amazon? Pourquoi? Et donc là, c'est à vous d'argumenter. Là, on vous demande de, selon vous, est-ce que l'ESS peut devenir une alternative crédible à Amazon? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Et donc, ce serait intéressant d'avoir vos premières impressions, idées, et voir si à la fin de l'Agora, vous changez d'avis ou pas. N'hésitez pas à expliquer un peu, si vous pouvez. Beaucoup de réponses. Parfait. On va commencer à regarder les questions pendant que vous continuez. Alors, les plateformes manquent de visibilité. Les plateformes alternatives manquent de visibilité. Est-ce qu'on peut les voir toutes sur une seule page ou pas? Alors, je pense que c'est peut-être changer l'affichage. Mais je peux garder la page, on pourra y revenir. On va y revenir. Ben, on va quand même juste, avant de lancer, de continuer, on va lire les principales. Peut-être non, c'était mieux quand c'était tout à l'heure, parce que là, on n'arrive pas. Bon, attends, on attend encore 30 secondes et puis on coupe comme ça, on va pouvoir figer l'image. Vous avez encore 30 secondes pour répondre, argumenter, et on reviendra sur vos propositions ou vos avis tout à l'heure. Bien, on va peut-être arrêter, on arrête le questionnaire et on va regarder un peu vos principales réponses en direct. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent oui et non. Oui, ça serait bien, mais il y a une force des plateformes telles Amazon qui ont un vrai avantage concurrentiel. Et on peut arrêter parce qu'en fait, on n'arrive pas à lire. Je ne sais pas trop comment on peut arrêter. Si je sors de là, je pense qu'on peut. Donc, on va voir. Beaucoup parlent de oui à de long terme ou à moyen terme s'il y a des actions de mutualisation. Oui, à la condition d'une utilisation forte et intelligente de l'outil informatique.
et des infrastructures technologiques. Oui, car elle est présente dans de nombreux secteurs d'activité. Donc, on voit qu'il y a un potentiel de l'ESS pour être une alternative à Amazon, mais qu'il reste beaucoup de chemin encore à faire. Et donc, certains pensent plutôt que c'est aux consommateurs de changer, d'autres que c'est plutôt à l'offre, et en particulier à l'offre de l'ESS, de se structurer et de se développer. C'est un peu les grandes idées que je vois à ce stade. On va garder toutes vos idées, on fera une synthèse un peu plus tard. Merci beaucoup. Donc, sur cette question de l'ambition de l'ESS pour être une alternative crédible et proposer des modes de consommation alternatifs et différents aux consommateurs, comment l'ESS se structure, s'organise et porte une ambition. Nous avons la chance et le plaisir d'avoir trois actrices du changement qui vont partager avec nous leur vision de ce sujet et les actions qu'elle mène et qu'elle porte fortement au quotidien. Nous avons Naila Ajaltouni, tout d'abord, qui est spécialiste en économie du développement et des pays du Sud. Elle coordonne le collectif de l'éthique sur l'étiquette, qui a été créé en 1995 et qui rassemble 17 ONG, mouvements de consommateurs, d'éducation populaire et de syndicats. Et ce collectif de l'éthique sur l'étiquette, qui est bien connu, lutte pour de meilleures conditions de travail des ouvriers du textile dans le monde et pour un encadrement de l'activité des multinationales et en particulier des actions d'Amazon, qui est un des acteurs de ce type de consommation massive et jetable. Et le collectif sur l'étiquette fait partie et la branche française de la Clean Clothes Campaign, qui est donc un mouvement mondial. Nous avons également le plaisir, donc bonjour Naila et bienvenue, on va bientôt te passer la parole. Nous avons également le plaisir d'avoir avec nous Maud Sarda, qui, après une première carrière de consultante chez Accenture, a rejoint le mouvement lancé par l'abbé Pierre. Maud est aujourd'hui la cofondatrice et directrice du site de vente en ligne Label Emmaüs, qui a converti l'association Emmaüs à l'e-commerce. L'ambition est de proposer une alternative éthique aux géants du e-commerce, et j'aime beaucoup leur slogan, la boutique en ligne avec vos valeurs. Label Emmaüs, Maud va nous en parler, vient de lancer un nouveau projet hier qui permet d'impliquer les consommateurs directement dans des échanges et dans des ventes et achats de seconde main. Enfin, nous aurons le plaisir d'échanger avec Vera Dacuna, qui, après des études à Bordeaux, a cofondé le Livre Vert et qui est aujourd'hui directrice opérationnelle du Livre Vert, qui est une entreprise de l'économie sociale et solidaire spécialisée dans la deuxième vie des livres, localisée à Bordeaux. Le Livre Vert propose un service de collecte gratuit à domicile et ainsi que dans de nombreux points d'apport volontaires qui sont installés sur l'ensemble de la métropole bordelaise. Et c'est également une structure d'insertion par l'activité économique. Et l'intérêt également du Livre Vert, c'est qu'il fait partie d'un collectif plus large pour modifier et proposer des alternatives de consommation crédibles, je dirais. On va commencer tout de suite avec Naila. L'idée, c'est à la fin de ce temps avec Naila, qu'on ait un peu un certain nombre d'arguments, de visions de en quoi, quels sont les effets de géants de la vente en ligne comme Amazon. Toi, Naila, donc, au sein de l'éthique sur l'étiquette, vous avez un certain nombre d'actions. Vous travaillez, comme je le disais, pour faire changer les modes de production et les modes de consommation, en particulier sur la mode. Et donc, ma première question, c'est quels est, selon toi, les effets néfastes du modèle Amazon et en quoi ça pose question en termes à la fois économiques, social et environnemental? Un peu, quel est le panorama aujourd'hui?
Oui, bonjour à toutes et tous. Puis merci pour cette invitation et puis pour l'organisation de ce webinaire. C'est vrai qu'Amazon concentre beaucoup d'attention ces derniers temps, notamment depuis son implantation et puis ses projets d'expansion en France, qui est un marché assez important. Alors, la question que tu poses est très vaste et pour cause, c'est un peu ce qui détermine aujourd'hui le modèle économique d'Amazon. Et pour nous, je dirais qu'Amazon, c'est précisément le contre-modèle économique par excellence. On a là, dans ces impacts sociaux, environnementaux, sociétaux, un peu le produit de ce que la mondialisation libérale, l'éclatement des chaînes de valeur, l'absence aussi de réglementation qui s'impose aux acteurs économiques a produit de néfastes en matière d'impact sur les droits fondamentaux et l'environnement. Et ce qui inquiète beaucoup dans le modèle Amazon, c'est son gigantisme. Non seulement parce qu'il va décupler ses impacts socio-environnementaux, mais aussi parce qu'une entreprise de cette ampleur va imprimer finalement une tendance et des modèles économiques pour l'ensemble d'un secteur. On l'a déjà vu dans la grande distribution, on l'a vu dans le secteur de la mode et dans le secteur du e-commerce. On voit aussi se déployer un alignement en fait, de modèles vers cette production low cost en masse avec des impacts socio-environnementaux très importants. Donc le modèle Amazon, c'est vraiment ça. Il est fondé sur une croissance continue, sur la multiplication des références, donc le volume de vente, qui lui permet d'avoir une position hégémonique sur le marché et qui lui permet aussi d'exercer une pression sur ses fournisseurs, de contrôler l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement et de réduire les marges de manœuvre en fait pour ne pas en fait faire du dumping social et environnemental. Donc, finalement, sa marque de fabrique, qui est la rapidité de livraison, est venue s'ajouter à ce modèle de pression sur les coûts et d'expansion du modèle et des références qu'on avait connues déjà avec la grande distribution en physique. Et c'est un modèle qui illustre finalement aussi le pouvoir surdimensionné qu'ont acquis les sociétés transnationales par rapport au pouvoir politique. Et il s'agit aujourd'hui de remettre du droit et de remettre de la réglementation. Ça, pour nous, c'est un combat essentiel. Alors, quelques chiffres juste pour illustrer la question. Certains les ont peut-être déjà en tête. Je tire beaucoup de mes références d'un très bon rapport assez documenté d'Attaque, de Solidaire et des Amis de la Terre qui ont décrypté le modèle Amazon, et puis d'articles de journaux. Finalement, c'est la première multinationale au monde, 865 milliards de capitalisation boursière en 2018 et 15 milliards de produits vendus dans le monde. Et puis, c'est un chiffre tout à fait significatif, enfin un autre chiffre tout à fait significatif, c'est la fortune personnelle de son fondateur, Jeff Bezos, qui était la première fortune mondiale en 2020. Je crois avoir vu qu'il avait été dépassé par le fondateur de Tesla, et surtout sa fortune personnelle s'est envolée avec la pandémie. Donc dans un milieu de ralentissement, de creusement des inégalités sociales, on voit que c'est le modèle Amazon tire son épingle du jeu au profit aussi d'une fortune personnelle, et ça doit remettre en question, nous poser la question sur le modèle. Alors en quelques mots, parce que les impacts sont considérables dans différents secteurs, je dirais, d'Amazon. Donc, je vais vous donner, essayer de dresser un panorama rapide. Ce qui nous inquiète en même temps que le gigantisme, c'est la diversité aussi des impacts, et qui est étroitement lié au modèle économique qu'on a commencé à dessiner d'Amazon. D'abord, en termes fiscaux, Amazon, c'est vraiment un champion de l'évasion fiscale à grande échelle. Et Jeff Bezos, précisément, a organisé son groupe de manière à entretenir, alors c'est pas le seul, mais de manière à entretenir une opacité sur la réalité de son activité, qui rend difficile de connaître la réalité de cette activité et donc la réalité de l'impôt auquel il doit contribuer. Je crois qu'en Europe, j'ai vu passer un chiffre de taxation à 3% de l'activité, et il y a 57% de son activité en France qui n'est pas identifiée. Donc on ne peut pas contraindre Amazon, enfin on peut le contraindre, mais pour l'instant Amazon ne contribue pas à hauteur de l'impôt auquel il devrait
contribuer. Il y a un autre aspect qui est celui, bien sûr, des impacts environnementaux. Là, on est au cœur du modèle gigantesque de multiplication des références. On a l'impression qu'Amazon est un modèle incontournable pour qui veut acheter finalement des biens. Et les impacts environnementaux sont liés d'abord à son mode de transport privilégié, qui est encore l'avion. Pour non seulement importer ses produits, mais aussi les distribuer. Cette marque de fabrique qui est la livraison en 24 heures, c'est absolument dérisoire quand on se rend compte de l'éclatement des chaînes de valeur, de l'ampleur, enfin l'amplitude géographique pour produire les biens qu'Amazon produit. On se rend compte que ce modèle est totalement irresponsable. Les impacts environnementaux sont multipliés justement par l'extension de ces entrepôts. Et puis, ces impacts sont éminemment liés, comme je disais, à son modèle de surproduction et de surconsommation. Amazon, comme finalement les enseignes de fast fashion, cette mode donc jetable, peu durable, qui fonctionne parce qu'ils vendent beaucoup, détruit aussi beaucoup. Ne fait pas cas en fait de cette surproduction qui sert son modèle en fait, et donc Amazon a détruit je crois que c'est 3 millions de produits neufs en 2018. Et ça, cet impact environnemental, il est décuplé avec le fait qu'Amazon est devenu un acteur central de la vente d'habillement, et notamment de la vente d'habillement à bas coût, qui est destiné en fait à ne pas durer. Et donc ces impacts, ils sont vraiment similaires à ce qu'on a connu d'abord avec l'émergence de la grande distribution. Hein. La grande distribution, c'était ça. C'était pour pouvoir vendre à bas coût, se rattraper sur les volumes. C'est ce qu'a fait la fast fashion en déployant ce modèle de distribution et de vente à bas coût dans la mode. Et une marque comme Zara fait figure de chantre en fait de cette fast fashion en contrôlant l'ensemble et notamment les aspects logistiques de sa chaîne de valeur. Donc ces impacts environnementaux ont été décuplés par la fast fashion. Et le e-commerce et Amazon est venu encore une fois ajouter la rapidité de livraison. Donc là, on a vraiment un enchaînement en cascade et des impacts environnementaux décuplés. Il y a un aspect aussi, Amazon a été beaucoup épinglé pour les conditions, c'est encore une fois lié au modèle économique et de dumping social sur les conditions de ses salariés dans ces entrepôts. Amazon, c'est le chantre aussi de l'ubérisation, donc de travailleurs qui sont contraints de s'auto-exploiter finalement. Une automatisation des travailleurs du clic, des travailleurs sous-payés, une grande précarité des acteurs qui fait que contrairement à ce que cherche à faire croire Amazon, il est plutôt destructeur d'emplois par ailleurs que créateur d'emplois. On estime selon les zones du monde, en fait, que pour un emploi créé chez Amazon, ce sont 2 à 4 emplois détruits. Donc, ce qui aurait pu être en effet une mise en valeur de PME, de production locale à travers une plateforme responsable, n'a pas du tout pris avec ce modèle, n'a pas du tout été l'objectif d'Amazon. Et donc, évidemment, pour distribuer très rapidement, il faut produire très rapidement, il faut produire à bas coût. Et donc, on a une grande... des travailleurs extrêmement pressurés et puis un coût du travail pressuré. On a des entrepôts avec un travail de nuit qui travaillent 7 jours sur 7, etc. Donc, il y a eu heureusement une grande mobilisation aussi syndicale, notamment en France, et une intersyndicale qui arrive à se créer au sein du groupe Amazon pour défendre au moins les conditions de travail au sein du groupe. Voilà, on parle aussi, voilà, j'ai évoqué un peu la question des PME, peut-être pour revenir sur le secteur de l'habillement, pourquoi il est central et pourquoi il illustre en fait aussi les impacts de ce modèle. Amazon, c'est 8% du marché américain de vêtements. En fait, c'est le deuxième vendeur d'habillement aux États-Unis. C'est absolument considérable et la France et les marchés européens sont aussi en bonne passe l'habillement va prendre une part importante. Et là où les différentes catastrophes dans la mode ont quelque part commencé à imprimer
la conscience d'une obligation de responsabilité sociale au sein des entreprises de la mode et de l'habillement, Amazon, qui est largement moins soumis à un risque d'image, parce qu'il n'est pas du tout positionné sur le créneau de la mode, sur le créneau voilà, de la responsabilité liée à l'image, ignore totalement finalement sa responsabilité à avoir une visibilité sur sa chaîne de valeur. Je ne sais pas si la plupart d'entre vous a peut-être en tête l'effondrement du Rana Plaza en 2013 au Bangladesh, dans lequel 1138 travailleuses sont mortes en raison de la négligence, de l'incurie des États, la négligence des marques qui sous-traitaient. Depuis, il y a eu un accord au Bangladesh qui a visé à sécuriser les entreprises. Un article du Wall Street Journal a montré que plus de 50 usines qui n'avaient pas été rénovées, qui ont été blacklistées, qui ont été bannies des secteurs traditionnels de la mode, ont pour client Amazon. Donc on voit que cette opacité règne aussi pas seulement au niveau, je veux dire, de la partie à forte valeur ajoutée de la chaîne de valeur, mais aussi sur la question plus éloignée, la question des chaînes de valeur et des conditions de travail dans l'habillement. Et puis récemment, Amazon fait partie des entreprises listées comme celles qui profitent du travail forcé des Ouïghours en Chine en justement n'identifiant pas ces fournisseurs de coton ou les fournisseurs de coton des marques qu'ils distribuent, alors là qu'on est en face de situations de violation qui sont finalement des crimes contre l'humanité, et je dirais qu'on trouve un peu Amazon dans tous les mauvais coups. Voilà, donc peut-être, si je résume un peu ces enjeux, je crois que c'est vrai que ce ne sont pas forcément des questions très nouvelles, mais Amazon et le e-commerce est venu accentuer cette question de la dilution de la responsabilité à travers la dilution de la chaîne de valeur et cette question aussi de la façon dont les multinationales organisent leur irresponsabilité et s'affranchissent des lois, de normes sociales, environnementales, pour faire du profit et mener leur activité économique. Donc tout l'enjeu aujourd'hui à travers les mobilisations citoyennes et notre action plus politique, c'est aussi de remettre du droit et de les contraindre à ne plus échapper à ces normes sociales et environnementales. Concrètement, qu'est-ce que vous faites? Quelles sont vos principales actions? Parce que je reprends là une question, des participants. Dénoncer Amazon ne suffit plus, je préfère agir et construire un modèle alternatif ESS viable. On est tous là pour ça. Là, vous, quels sont voilà, comment on peut agir? Est-ce que c'est même possible de faire quelque chose aujourd'hui ou c'est trop tard? Non, je pense que c'est possible. En tout cas, on a intérêt pour ne pas précisément laisser ce modèle devenir le modèle dominant et puis oublier l'idée d'une économie au service des droits fondamentaux de l'environnement, d'une économie qui soit facteur de justice sociale finalement. Moi, je suis économiste de formation et là, on est vraiment dans la mise en œuvre de politiques fondées sur des idéologies très claires, d'ultralibéralisme, de capitalisme sans entrave, donc la régulation est possible. Alors bien sûr qu'on ne fait pas que dénoncer, mais là j'exposais un peu le propos en introduction. Nous, on a des actions de deux ordres. On est un collectif de pression citoyenne, éthique sur l'étiquette, regroupe des ONG, des syndicats, 17 organisations, et de mobilisation citoyenne. Donc, on mène des actions d'information, de sensibilisation du public, donc comme le collectif Stop Amazon ou l'action Noël sans Amazon que l'on a menée cette année. On est souvent au sein de coalitions larges et je pense que ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est pas seulement la mobilisation contre le modèle Amazon n'est pas seulement le fait des ONG ou des syndicats, mais des salariés en interne, d'un pan de l'économie également qui pâtit en fait de cette concurrence déloyale, d'élus, de commerçants indépendants. Donc, on informe sur cette situation, on soutient les alternatives également, ou l'alternative de consommation responsable. Alors, pas en mettant directement en valeur des noms, des propositions, mais en dirigeant vers des plateformes et en s'associant à des organismes dont c'est le métier justement de promouvoir une économie alternative à travers notamment l'ESS. Et puis, on a une autre question qui est pour moi la plus importante parce que
on a quand même une limite à l'action individuelle et à l'action en termes d'alternatives de consommation. C'est-à-dire si on n'a pas une action politique, de réglementation, et c'est ce à quoi on joint toujours nos actions. Il y a en effet une demande un peu individuelle d'action de consommateurs et une action plus citoyenne qui vise à exiger des normes et des règles internationales, nationales, européennes qui encadreraient l'activité des multinationales. Donc en France, on est pionnier avec une loi que l'on a fait adopter en 2017, la loi sur le devoir de vigilance des multinationales. Ce type de loi qui permet en fait d'engager la responsabilité du donneur d'ordre de la maison mère, c'est-à-dire qu'Amazon soit responsable de l'exploitation des Ouïghours, pas pour multiplier les procès, mais pour contraindre à des changements de modèle économique. En fait, c'est ça l'enjeu. Si enfin les entreprises sont responsables des impacts sociaux et environnementaux de leur chaîne de valeur, on a bon espoir qu'elles modifient leurs décisions économiques et leur modèle. Et donc, à partir de cette loi française, il y a déjà là sur la pression citoyenne aussi et des organisations, des discussions au Parlement européen pour une directive sur le devoir de vigilance qui devrait instaurer cette responsabilité d'une multinationale sur l'ensemble de la chaîne de valeur pour toutes les entreprises européennes, et on fait le même travail au niveau international. Donc on a une combinaison d'actions individuelles, d'alternatives de consommation et collectives par la pression politique pour que finalement la réalité juridique rattrape la réalité économique de ces grands groupes morcelés en multiples entités. Est-ce qu'une des difficultés, c'est pas justement que, même on voit dans un webinaire Vivre sans Amazon, est-ce que c'est possible? Il y a plus de 50% de personnes qui utilisent Amazon. Est-ce qu'en fait, enfin, comment faire aussi sans culpabiliser, ou bien est-ce qu'il faut culpabiliser les consommateurs pour que ça marche? Parce que j'ai l'impression que, voilà, comme c'est tellement un mode de consommation massif, introduit au plus profond des nouvelles formes de consommation, voilà, comment on fait pour pas prendre de front les consommateurs que nous pouvons être? Moi, j'ai voté non, mais je suis minoritaire, je vois bien. Oui, j'aime bien la façon dont tu poses la question parce que il y a souvent un principe de base qui est de ne pas culpabiliser. Mais moi, je mets pas comme principe de base. Je pense qu'on est obligé à un moment alors, on ne communique pas pour culpabiliser, mais si notre communication, notre information culpabilise, elle peut être temporaire, cette culpabilisation, et un ressort de l'action. C'est normal de se sentir un peu coupable que potentiellement un cinquième des vêtements en coton que l'on porte soit entaché de travail forcé des Ouïghours. Donc la culpabilisation, ou en tout cas l'important, c'est de susciter l'action. Et moi, je trouve qu'il y a quelque chose de très important, et on est très vigilant au collectif éthique sur l'étiquette, c'est aussi de tenir compte des disparités géographiques, sociales et puis pécuniaires. On est dans un moment de creusement des inégalités sociales et effectivement, moi, je pense qu'il n'y a pas plus de prise de conscience dans des milieux aisés, bien au contraire, la prise de conscience, elle est assez généralisée, notamment auprès de la nouvelle génération. En revanche, on fait selon ses moyens. Il n'y a pas que des classes populaires qui vont sur Amazon ou chez H&M. On va investir différemment notre portefeuille sur différents types de biens en investissant dans une marque ponctuellement pour lesquelles on a les moyens ou dans lesquelles on décide d'investir. Pour ces achats un peu plaisir dans lesquels on est capable de mettre de l'argent, je pense que là, l'alternative est tout à fait existante. On a dans les segments de marché, des prix de marché tout à fait équivalents de l'alternative. Je parle là notamment pour le secteur de l'habillement. Et puis pour le reste, ce qui pour moi est gratuit, sans fin et indépendamment des classes sociales ou des moyens, c'est précisément l'action de pression, l'action citoyenne. Cette mobilisation sur Amazon, les débats auprès de l'Union européenne, la loi devoir de vigilance, même l'alternative qui se monte à Amazon se construit pas encore en raison de report de consommation,
parce que le consommateur n'est pas encore armé pour agir seul, et par son seul acte d'achat, mais toute cette résistance se déploie parce qu'il y a une pression citoyenne qui s'exerce à travers la signature de pétitions, le partage et l'interpellation sur les réseaux sociaux, la participation à des actions de blocage, pourquoi pas, ou des actions un peu plus. Donc, je pense qu'il ne faut pas négliger cette capacité de pression citoyenne sur les politiques publiques, et je dirais qu'elle compte pour moi pour 70% par rapport à l'acte de consommation qui est nécessairement limité. Merci beaucoup, Naïla. Vous avez tous accès aux questions, donc n'hésitez pas aussi à réagir, à interagir. En prolongement, Pierre Liré nous dit qu'il y a dans le dernier numéro d'Alternative économique un résumé aussi des problématiques que posent ces grandes plateformes. Donc, on vous renvoie en prolongement de ce que nous a dit Naïla à ce numéro. Il y a une personne en particulier, Céline Bray, qui voulait nous faire part d'une expérience. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir très bien compris, donc on va lui donner la parole à Céline Bray, puisqu'elle a l'air d'avoir à la fois une initiative et une difficulté. Céline, est-ce qu'on peut vous donner la parole? Alors, normalement, j'essaie de lui réactiver son son, mais il faudrait que Madame Bray active son micro également. Son coupé par le participant, moi je l'ai autorisé. Voilà, vous m'entendez? Très bien, on vous entend. Oui. Bonjour, merci de me donner la parole. Voilà, je travaille pour une association qui accompagne des associations, et on anime une plateforme d'appel à projets sur laquelle on répertorie des appels à projets auxquels peuvent répondre des structures de l'économie sociale et solidaire. Et les émetteurs des appels à projets peuvent aussi publier. Et j'ai eu récemment une demande de publication d'un programme qui s'appelle Bison for Good, qui entend accompagner les jeunes entrepreneurs. Alors, je vous redis exactement ce que c'est. Voilà, c'est à destination des jeunes entreprises à impact social et ou environnemental positif. Et l'idée, c'est de les accompagner. Sauf que c'est pour des jeunes entreprises qui souhaitent lancer ou développer leurs activités sur Amazon. L'idée, c'est de les aider à se servir d'Amazon pour démultiplier leurs impacts. Donc, en fait, moi, ce que je comprends, c'est qu'Amazon comprend bien que il faut… aujourd'hui, la tendance, c'est d'aller vers des projets à impact social, environnemental positif. Sauf qu'ils incitent des personnes à aller sur Amazon, ce qui est complètement contradictoire, et ça m'interroge beaucoup. Donc moi, ce genre d'appel à projet, nous, on n'a pas envie de les publier, mais je sens bien que Amazon essaie de nous… Voilà, d'aller vraiment partout où il y a quelque chose à prendre. Et quels arguments face à ça? Parce que ça peut être positif aussi de se dire, c'est comme on voit pousser des supermarchés de produits locaux. Moi, ça m'interroge quand les supermarchés de produits locaux deviennent très grands. Donc, on peut se réjouir du fait que les choses changent. Peut-être que Amazon essaie aussi de soutenir des projets à impact social, sauf que si c'est pour les mettre sur une plateforme qui, vous venez de le dire, qui émet des émissions de gaz à effet de serre de dingue parce que utilise l'avion pour les transports, etc. Tout ce qu'on vient de dire, ça m'interroge. Merci beaucoup. C'est pour ce témoignage. Ça montre aussi la force et la puissance de ces acteurs. Ça rejoint aussi ce que disait Néla, qui, finalement, par rapport à la question, elle a ajouté, on parlait des conséquences économiques, sociales, environnementales. On a beaucoup insisté sur la force et la capacité politique également et de lobby de ces acteurs qui sont effectivement très, très fortes et qui, par exemple, comme le dit un de nos participants, font que aujourd'hui, ils arrivent à avoir de nouvelles implantations et à faire le plaidoyer nécessaire auprès du gouvernement pour que le gouvernement appuie l'ensemble des implantations
nouvelle, voilà, malgré les conséquences que ça peut avoir. On va passer la parole, merci beaucoup pour ce premier temps, on va passer la parole maintenant parce qu'il y a en même temps beaucoup de questions dans le chat qui est oui, effectivement, il faut faire le constat, il faut pouvoir dénoncer, il faut pouvoir militer contre, parce que c'est aussi comme ça que passe la prise de conscience, et il faut pouvoir aussi proposer, agir et imaginer et mettre en œuvre des alternatives. Donc, je vais passer tout de suite la parole parce que qui de mieux que Maud Sarda pour nous en parler, puisque, comme je le disais au début, elle a lancé la plateforme en ligne avec vos valeurs. Maud, quel est pour toi, enfin, peut-être tu peux nous expliquer les origines du projet Label Emmaüs. Je ne sais pas si tu as entendu ma question, mais tu l'avais puisqu'on a préparé ensemble. Les origines du projet, hein, c'est ça? Exactement. Ok. Bonjour à tous, ravie d'être là. C'est toujours un plaisir d'être dans une conférence qui parle d'une thématique comme celle-ci et de voir qu'il y a du monde qui s'intéresse au sujet, puisque c'est sûr que c'est un combat pour nous au quotidien. Amazon, c'est clairement celui qui définit tous les standards en e-commerce. Donc, quand on fait du e-commerce, on est tout le temps confronté aux standards d'Amazon. C'est pas rien. Donc, l'origine du projet, c'était pas forcément de monter un contre Amazon. Hein. On n'était pas obsédé par eux initialement. On avait un mouvement Emmaüs qui est conséquent en termes de maillage territorial. Il y avait quand même 450 points de vente partout en France, déjà à l'époque, en 2015. Et face à ça, il y avait quasiment aucune existence en ligne. Donc forcément, venant d'Accenture, ça m'a frappée, puisque voilà, chez Accenture, on mène beaucoup de projets informatiques, la dimension numérique est importante. Ça faisait déjà quand même 4-5 ans que j'étais dans le mouvement Emmaüs avant de porter ce projet. Je me déplaçais beaucoup sur le terrain à la rencontre des structures. J'étais référente en fait des structures d'insertion, des entreprises d'insertion, des chantiers d'insertion. Et beaucoup, c'était un serpent de mer, cette histoire de vente en ligne. Tout le monde y réfléchissait, tentait des choses, créait son petit site dans son coin, se disait non, mais on va quand même pas passer par eBay, Amazon, aller à la rigueur, on vend sur le bon coin, mais bon, c'est quand même pas vraiment en ligne avec notre éthique. Donc voilà, c'est quand même un sujet complexe parce que on n'avait pas de système informatique développé, on utilisait plutôt Excel, voilà, il n'y a pas de ERP, il n'y a pas du tout cette culture-là, et on ne savait pas comment y aller. Donc moi, j'ai proposé au conseil d'administration à l'époque de prendre le temps, vraiment de faire une mission exploratoire d'une année, de bien étudier ce marché, de ne pas y aller n'importe comment, de définir un positionnement, et voilà, d'y aller en tant qu'Emmaüs. Donc, on nous a beaucoup fait de courbettes à ce moment-là, de danse du ventre même, tous, ces discounts, pas vraiment Amazon, parce que vraiment Amazon, ils en ont rien à faire, quoi. Très clairement, je pense que par rapport aux autres qui essaient quand même de monter des partenariats, de donner des invendus, hein, ces discounts donnent beaucoup d'invendus, il faut le savoir, à Emmaüs et à d'autres. Vraiment, Amazon, il n'y a jamais eu aucune proposition de partenariat ou d'aide au mouvement Emmaüs qu'on aurait refusé, hein, évidemment, mais c'est juste pour vous donner un peu l'état d'esprit quand même, je pense, qui est bien unique en son genre. Y compris suite au reportage d'Envoyé spécial qui a dénoncé la destruction d'invendus par millions que Nella a très bien décrite. Donc voilà, on a refusé toutes ces propositions d'hébergement en fait sur les sites, et on a voulu construire notre propre site de vente en ligne en notre nom propre, en faisant un pari un peu fou à l'époque, qu'on réussirait à remplacer des millions d'euros de référencement payant, de communication par le nom Emmaüs, qui est quand même quelque chose dans le patrimoine français. Par voilà, notre agilité aussi, tous les produits qu'on peut avoir chez Emmaüs qui sont aussi une
force d'attraction. On avait la capacité de créer un gros catalogue de produits pour vraiment driver de l'audience. Et puis, au fur et à mesure, d'embarquer avec nous les copains de l'ESS. et voilà, et le livre vert, par exemple, vend sur Label Emmaüs, et c'est pas le seul. Aujourd'hui, il y a 120 structures de l'ESS qui vendent sur Label Emmaüs. Il y a même autant de structures aujourd'hui hors Emmaüs que de structures Emmaüs sur cette marketplace, et on en est vraiment fiers parce que des projets de mutualisation, il n'y en a pas tant que ça dans l'ESS, vraiment opérationnellement en fait, sur le terrain, et ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple de le faire accepter par les Emmaüs, mais aussi par les non-Emmaüs, de tout se mettre sous cette bannière Emmaüs pour vendre en ligne. Merci. Quelles sont les perspectives de développement et en particulier où en est-on de l'école que vous avez lancée de e-commerce? Alors, bon, aujourd'hui, la marketplace, c'est 1 300 000 produits, mais c'est quand même beaucoup de livres dans ce catalogue. Donc, c'est formidable. Le livre draine vraiment aujourd'hui beaucoup de visibilité pour la marketplace, mais c'est vrai que quand on va sur Label Emmaüs, on a en tête quand même meubles, déco. Emmaüs, c'est ce que inconsciemment on s'attend à ça. Donc on a encore beaucoup d'efforts à faire pour développer ce catalogue-là. Et ce catalogue, il prend du temps parce qu'il faut savoir qu'une structure, une ressourcerie, un Emmaüs, il n'a pas de système informatique, il n'a pas surtout de système de traçabilité en fait, avec un code barre sur les produits qui permet de vendre en omnicanal, c'est-à-dire en simultané en magasin et en ligne, ce que les grandes enseignes évidemment font depuis des années. Donc ça, c'est un plafond de verre en fait en termes de développement. Ça veut dire qu'une ressourcerie lambda, si elle veut vendre en ligne, elle est obligée d'avoir un stock dédié, un petit espace, 10-20 mètres carrés, pour stocker ses produits réservés à la vente en ligne. Donc ça c'est un premier grand objectif qu'on a, c'est de réussir à accompagner les structures dans une traçabilité qui permette de tout mettre en parallèle en fait, sur au moins on va dire tout ce qui est un petit peu imposant, le meuble, la déco, peut-être pas jusqu'à la petite cuillère, mais voilà, de réussir à mettre un catalogue en ligne et en magasin. Donc ça permettrait à la marketplace de vraiment grandir, de changer d'échelle. Et après, on continue. Il y a chez Emmaüs, il y a au moins 200 structures qui peuvent vendre en ligne. Dans les ressourceries, il y en a encore 150. Il y a le réseau Envie qui est un petit peu avec nous, mais il y a encore beaucoup de potentiel. Voilà, il y a vraiment énormément à faire aussi en intégrant de nouveaux vendeurs. Ensuite, on a développé un entrepôt logistique en Île-de-France. Donc ça nous a permis de créer des postes d'insertion. On est une entreprise d'insertion sur des métiers de préparateur de commandes, magasinier, livreur. Nous, si on fait de la vente en ligne, c'est pas pour vendre des produits en fait. C'est pour en même temps, ça nous permet de défendre une alternative évidemment solidaire face à Amazon et d'autres. Mais surtout, on le fait pour former des gens à des métiers porteurs, en fait, vraiment des métiers en tension aujourd'hui. C'est notre ADN à Emmaüs. On accueille des personnes exclues et qui ont du mal à accéder au marché du travail classique. Et voilà, en insertion sur des métiers, voilà, on va les former et je parle de l'école juste après. Donc, on a le projet aussi de créer d'autres entrepôts comme ceux-ci en France, parce que celui en Île-de-France fonctionne bien. Et on a vraiment pensé un entrepôt qui est l'inverse d'un entrepôt Amazon. Donc déjà, il est petit, il fait 1000-1500 mètres carrés maximum. Il est en circuit court. Il ne va jamais au-delà en termes de transport de sa région. Il va chercher les déchets. Il n'en produit pas. Donc nous, en fait, on fait les poubelles des Emmaüs et des ressourceries, très clairement. Donc en Île-de-France, on va chercher les livres qu'ils n'arrivent pas à écouler dans leurs espaces de vente. C'est comme ça qu'on se fournit en livres, c'est uniquement leurs invendus. Et demain, on va faire une plateforme en avril, elle ouvre dans le Lot-et-Garonne, vraiment en milieu ultra rural. Et là, on va aller faire pareil, les poubelles des Emmaüs et ressourceries, mais sur du mobilier. Et ça, on a envie de le reproduire dans plein d'endroits en France, sur plein de filières de produits différents. Donc, circuit court, produits d'occasion, et avec des personnes en insertion. Donc, plus on peut embaucher de personnes
plus on est content. C'est pas vraiment robotisé chez nous, c'est clair. Tout ça avec une gouvernance qui est coopérative, hyper important. Voilà, partage de richesses. Je pense que s'il y a un truc qui nous choque particulièrement dans le modèle Amazon, c'est ce qu'a dit Néla, c'est sur l'enrichissement à outrance. Voilà, donc nous, il n'y a pas de dividendes. S'il y a des bénéfices un jour, on l'espère, normalement, ça devrait arriver là cette année. Ils seront réinvestis dans l'outil de travail à 100%, évidemment. Et donc l'école, c'est le bout de cette logique. Là, c'est un projet 100% solidaire, il n'y a pas de modèle économique. On va chercher des subventions pour y arriver. Et on a formé une centaine de demandeurs d'emploi au métier de la vente en ligne. Donc en fait, on aboutit sur une certification qui s'appelle chef de projet e-commerce en 3 mois. Des personnes qui, pour la plupart, n'ont pas le bac et peuvent ensuite, on fait tout pour qu'elles soient embauchées chez des acteurs du web, du e-commerce comme PrestaShop, Salesforce, ManoMano. Voilà, donc on raccroche pas mal d'entreprises aussi de ce secteur pour former bénévolement les apprenants, les embaucher par la suite. Merci. Aujourd'hui, on est en pleine actualité puisque hier a été lancé un nouveau projet très important pour vous, Tréma, qui permet un circuit court de particulier à particulier. Est-ce que tu peux nous en dire plus en avant-première? Oui, alors hier, Tréma.co est sorti et c'est quelque chose qu'on travaille depuis 2 ans quand même. Ça n'a pas été simple. Pourquoi? Parce que c'est jamais simple de définir un positionnement par rapport à des mastodontes. Là, voilà, c'était par rapport à Amazon il y a 4 ans en sortant label Emmaüs. Cette fois-ci, il faut définir un positionnement par rapport au Bon Coin, qui existe depuis 15 ans, qui est une référence dans le paysage des Français, et ou Vinted, voilà, dont on connaît l'explosion ces dernières années. L'idée, c'est de proposer une alternative aux Français en termes de dons matériels. Emmaüs, c'est basé depuis 70 ans sur le don d'objets. Il n'y a pas de subvention publique, il n'y a pas de subvention privée. Et si on accompagne des milliers de compagnons chaque année, c'est parce que des gens nous donnent des objets, qu'on les revalorise, qu'on les revend. Et c'est uniquement ce modèle de revente qui nous permet l'action sociale. Donc, il faut le protéger. Et il faut rappeler aux gens qu'il n'y a pas que la vente entre particuliers qui peut se faire sur des produits d'occasion. Et d'ailleurs, sur Le Bon Coin, il y a 10 000 annonces par semaine de produits qui sont donnés. C'est gigantesque. Donc, ça veut dire que c'est des gens qui veulent juste se débarrasser, faire tourner une économie circulaire sans forcément attendre de revenus. Donc, sur Tréma, ces personnes, elles vont pouvoir créer une annonce aussi simplement qu'elles l'auraient fait sur Le Bon Coin ou Vinted. On a développé toute cette plateforme avec Accenture en mécénat de compétences. Donc, vraiment, ça a été super bien fait. Et surtout, le donateur, il va choisir un projet de solidarité précis qu'il veut soutenir grâce à ce don. C'est comme du financement participatif sur Ulule, KissKissBankBank. Voilà. Donc, je choisis un projet de solidarité. On s'occupe de son annonce, on la modère. C'est des personnes en insertion qui vont la modérer. On la met en vente sur label Emmaüs, aux côtés du million d'annonces qui est déjà présente des acteurs de l'ESS. Et 100% de la vente va être versée au projet de solidarité que le donateur a choisi. Et il y a un reçu fiscal pour motiver un petit peu ceux pour qui, voilà, c'est pas naturel de donner chez Emmaüs et qui, c'est plutôt une seconde nature de faire des annonces sur Vinted. Donc, le reçu fiscal, en gros, moi, je donne un meuble, il est vendu 100 €, je reçois 66 €. Enfin, j'ai une déduction fiscale de 60 €. Ouais, exactement. C'est tout à fait. Si la personne le souhaite, ce qui n'est pas forcément le cas pour tout le monde, et puis si elle est imposable aussi, bien sûr. Mais c'est tout à fait. Et c'est aussi pour inciter à donner des produits qui ont de la valeur. Parce que c'est bien ça le problème. Aujourd'hui, on nous donne un peu le bout de la chaîne. Et alors, non seulement il y a la fast fashion, l'obsolescence programmée, qui font que sur le marché, des produits ont de moins en moins de valeur. Et nous, il faut qu'on réussisse à réemployer ça, à faire tourner un modèle économique comme avant. Donc vraiment, c'est
c'est de plus en plus compliqué. Et en plus, le peu de qualité qui reste sur le marché, les gens le vendent sur Vinted ou Le Bon Coin. Donc voilà, c'est là aussi où l'incitation fiscale, et je pense que ça rejoint aussi ce que disait Néla sur le rôle de l'État, en fait, comment il peut vraiment promouvoir le reconditionné, l'occasion, par le levier fiscal. Tout à fait. Et vous avez dû négocier un petit peu justement pour obtenir ça, ou c'est rentré, parce que c'est un mécanisme un peu particulier. Je reçois un reçu fiscal sur quelque chose que je donne, enfin qui est vendu. Ouais, non. On verra bien si l'administration réagit. Non, mais en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on transforme un don matériel en don financier. Donc finalement, la personne accepte de donner le produit de la vente du produit. C'est ça, in fine, qui se passe. Donc voilà, c'est complètement dans les clous. Et puis, il y avait un petit précédent. Il y a un site qui avait été créé qui s'appelait C'est Bon Esprit et qui a fermé il y a plusieurs mois maintenant, et qui avait créé ce dispositif qui était très intelligent de proposer aux gens de vendre des produits. Les gens pouvaient en garder une partie aussi du bénéfice, mais pouvaient aussi accepter de tout donner à une association et avaient un reçu fiscal sur la partie qu'ils acceptaient de donner. Nous, on a voulu rester dans le don intégral en ligne avec voilà, le don d'Emmaüs traditionnel. Et aujourd'hui, Tréma.co, c'est la même plateforme que la Belle Emmaüs pour l'achat et la vente. C'est le même. Non, ce sont deux plateformes différentes. Il y a la Belle Emmaüs qui est vraiment la plateforme marchande, on va dire, même si c'est solidaire, ça reste marchand, c'est-à-dire que les gens, ils y vont aussi pour faire des bonnes affaires. C'est pas que un biais solidaire, et on en profite pour leur passer les bons messages qu'il faut. Tandis que Tréma, c'est vraiment un espace donateur où là, le point d'entrée, c'est le projet de solidarité qu'on veut soutenir. C'est vraiment pour remettre le don au cœur, avec lui redonner tout son sens qui se perd en fait même dans des sites de troc ou de dons entre particuliers comme Give par exemple, qui est très bien, mais en soi, si donner ça peut aider la solidarité en direct, peut-être c'est encore mieux. Aujourd'hui, déjà la Belle Emmaüs et demain Tréma sont des plateformes qui, pour moi, sont structurantes pour l'ESS. De quoi vous auriez besoin pour aller plus loin? Et comment toutes les énergies qui sont là peuvent potentiellement aider, au-delà évidemment d'acheter ou de donner? Le moyen le plus puissant de soutien pour les particuliers par rapport à la Belle Emmaüs, c'est de prendre des parts sociales de notre coopérative, très clairement, puisque comme on est une coopérative, on n'a pas ce levier de levée de fonds que sont les actions. Voilà, les gens peuvent prendre des parts sociales, mais ils savent qu'il n'y aura pas de dividendes. Donc évidemment, les business angels, ils ne sont pas hyper intéressés par notre modèle de financement, mais c'est pas grave, tant mieux, c'est fait pour. En revanche, c'est vrai que quand des personnes prennent des parts sociales, aujourd'hui il y a 650 sociétaires, c'est une assise hyper forte pour nous, parce que même s'ils peuvent récupérer leur part, s'ils le souhaitent, quand ils veulent en fait, repartir avec cette somme. En revanche, il n'y a pas d'intérêt. Sinon, les autres formes de financement, même quand c'est de la finance solidaire, ça coûte cher en termes d'intérêt. Donc voilà, ça c'est le premier levier. Après, c'est d'être un ambassadeur sur les réseaux sociaux. Nous, évidemment, notre audience, elle vient de là. De vraiment diffuser l'information à sa communauté, notamment sur Tréma, ne pas hésiter. Il y a par exemple, quand vous postez un produit sur Tréma, vous pouvez le partager très facilement sur les réseaux sociaux et puis voilà, inciter votre communauté à en faire de même. C'est acheter évidemment sur la Belle Emmaüs, peut-être chercher sur la Belle Emmaüs et puis si on ne trouve pas, on va chercher ailleurs, mais avoir ce réflexe un petit peu. Et ce sera déjà formidable de faire tout ça. Et au-delà de cette dimension que tu viens d'expliquer, c'est quoi vos enjeux justement pour vraiment continuer à vous développer ou les limites potentielles que vous risquez d'affronter? Alors, nous, on est des utopistes chez Emmaüs, depuis toujours. Donc,
voilà, ça nous fait pas peur de nous lancer dans un marché ultra concurrentiel comme le e-commerce, mais c'est pas pour autant qu'on vise un développement infini. Ce qu'on a envie de montrer, c'est surtout que c'est possible. Et Emmaüs a toujours eu cette philosophie, en fait, il faut répondre aux conséquences de la misère, donc il faut être là pour les gens, les aider tout de suite dans l'urgence, mais en même temps, il faut s'attaquer aux causes. Et c'est par l'action qu'on prouve aussi qu'un autre modèle est possible. Donc, le pari, il est à moitié gagné aujourd'hui, parce qu'au moins, on ne s'est pas cassé la gueule, on est toujours là, on est une trentaine de salariés, il y a un site qui tourne, il y a des produits à acheter, il y a des clients qui sont contents, et on montre qu'on peut créer de la valeur autrement en plaçant l'humain au centre, le réemploi, et tout ça avec un partage de pouvoir et de richesse. Donc, si c'est possible, pourquoi les autres ne peuvent pas le faire, ou en tout cas pourquoi certains ne peuvent pas revoir un petit peu quand même leur mode de fonctionnement. Nous, on est déjà heureux de renvoyer ces messages-là. Ensuite, on ne va pas s'arrêter là, c'est évident, il y a du potentiel et il faut continuer à répondre aux consommateurs parce que c'est sûr qu'aujourd'hui, Label Emmaüs n'est pas une alternative à Amazon, très clairement. Il y a des produits, oui, qu'on ne trouve pas et puis ça n'a rien à voir en termes de profondeur de catalogue. Après, il y a des pratiques qu'on n'aura jamais. La livraison express, par exemple, ça, on s'y refuse. Il n'y aura jamais de livraison, en tout cas de mon vivant, à Label Emmaüs, il n'y aura jamais de livraison sous moins de 2-3 jours. C'est déjà formidable de recevoir un produit en 2-3 jours, puisque c'est une catastrophe écologique. Mais en revanche, on veut développer des entrepôts. Je pense que c'est par là que va passer notre développement dans les années qui viennent. Il faut qu'on duplique nos entrepôts sur plein d'autres filières. Et pour ça, il faut embarquer avec nous des financeurs, peut-être voilà, d'un niveau type BPI, Banque des Territoires, avec le soutien de l'ADEME aussi, parce que ce sera important que des acteurs qui contrôlent les externalités négatives, positives en termes de réemploi, puissent valider qu'on a développé un modèle e-commerce responsable, en fait, environnementalement parlant. Ça, pour moi, c'est très important. Parce que si c'est pour faire quelque chose de négatif pour la planète, c'est sûr que ce n'est pas la peine. Il y a une question d'Ambroise Raymond qui demande est-ce que Label Emmaüs cherche à nouer de nouveaux partenariats entreprises pour élargir son offre? Alors, les partenariats entreprises, oui, de plusieurs façons. D'une part, on propose de récupérer des fins de série, des invendus neufs aux entreprises. Donc, pas n'importe quels invendus non plus. On va forcément regarder comment les produits sont fabriqués. Mais ça, c'est quelque chose, oui, qui nous intéresse pour alimenter le catalogue et puis alimenter nos entrepôts. Ensuite, les entreprises peuvent se mobiliser autour de l'école, comme j'en ai parlé. Ça, on a besoin de partenaires pour les formations, pour des passerelles emploi, également pour les personnes qu'on a en insertion chez nous. Et puis, les entreprises peuvent aussi s'impliquer dans notre fonds de dotation. Donc, c'est une sorte de fondation, en fait, un fonds de dotation. Et c'est ce fonds de dotation qui porte Tréma. C'est ce fonds de dotation qui choisit les projets qu'on soutient sur Tréma. Et il peut aussi s'alimenter de mécénat financier. Voilà, donc des entreprises peuvent aussi s'engager à nos côtés en mettant de l'argent dans ce fonds de dotation pour soutenir les projets qu'on peut voir sur Tréma actuellement. Concrètement, il y a une question également sur, c'est une coopérative de consommateurs, Label Emmaüs, ou c'est, enfin, il y avait une question là-dessus. Non, non, c'est une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif. Tout à fait, donc avec plusieurs parties prenantes et plusieurs acteurs à la gouvernance. Comment faire potentiellement pour ceux qui veulent prendre des parts sociales et combien ça coûte? Alors, la part, elle est à 20 €. On a fait exprès de la rendre très accessible. Donc, on peut devenir sociétaire de Label Emmaüs à partir de 20 €. C'est en ligne. Donc, sur notre site, dans le footer, il y a devenir sociétaire et on accède directement à un formulaire en ligne. Mets-nous le lien directement. Oui. Ça marche, je fais ça. Très bien. Merci beaucoup. On reviendra, tout au long du webinaire sur beaucoup de
beaucoup d'encouragement dans les questions, dans le chat. Bravo pour cette. C'est vrai qu'elle est assez exemplaire et ça manquait et il faut la soutenir par tous les moyens. Peut-être, je vous laisse si vous avez des questions à poser à Maud Sarda pendant que je retrouve un témoignage de Boost. Il y a une personne qui a lancé quelque chose. Alors, il faudrait que quel est le site web de Boost? Est-ce que la personne qui parlait de Boost tout à l'heure peut refaire un petit coucou pour qu'on l'identifie? Sinon, tant pis. Romain, tu as une question sur le lien. Voilà, c'est moi, Anthony Lecossois. On va donner la parole à Anthony Lecossois qui voulait faire part de son initiative et de son témoignage. Alors, je Anthony, vais donner l'accès. Bonjour, vous m'entendez? Très bien. allez, on vous entend. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Anthony Lecossois, le fondateur de Boost, le logisticien éthique. Et on partait un peu du même constat que vous faisiez, Romain, à savoir que le e-commerce est une modalité de consommation qui est là et qui continue à se développer. Donc, comment est-ce qu'on peut, quelque part, l'accompagner tout en réduisant au maximum les externalités négatives qui viennent avec d'une part, et de l'autre part, essayer de le tourner en opportunité pour créer du bienfait social. Sur les externalités négatives, du coup, ce qu'on a identifié, c'est deux choses. C'est les conditions de travail dans les entrepôts et deuxièmement, c'est la création de carbone, en particulier via les emballages, mais aussi via le transport. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est vraiment de la logistique pour tous les e-commerçants, pour leur permettre en fait de vendre sur leur petit shop sans avoir à passer par les grosses marketplaces. Donc, nous, on va faire la gestion de stock pour eux, la préparation de commandes, l'expédition, etc. Au niveau des conditions de travail, ce qu'on fait, c'est vraiment essayer de rajouter de la polyvalence parce que c'est ça qui est vraiment très dur quand toute la journée, on va remplir un carton et que certains, il faut le savoir, certaines plateformes vont vous hyper spécialiser sur un client. Donc, toute la journée, vous remplissez pour le même client, voire même pour le même type de produit. Donc, comment est-ce qu'on peut apporter la polyvalence en disant, tu fais un peu de préparation de commande, mais tu fais aussi peut-être, s'il y a d'autres métiers qui t'intéressent, comme être cariste, c'est-à-dire conduire des engins, ou peut-être faire du contrôle de qualité, de la gestion de stock, etc. Donc, amener cette polyvalence-là. Vraiment investir aussi sur la réduction des TMS et des accidents du travail, grosse problématique également dans la logistique. Donc ça, c'est sur le côté conditions de travail. Sur le côté génération de carbone, là-dessus, c'est accompagner les e-commerçants dans le choix de leurs emballages. Parce que de base, tout le monde veut un carton ou pire, un emballage plastique. Donc, comment est-ce qu'on fait pour proposer des solutions qui existent et qui parfois sont un peu plus chères, mais pas énormément, et auxquels en fait le e-commerçant peut-être n'a pas pensé. Donc systématiquement, avec les nouveaux clients, on va leur dire voilà, qu'est-ce que vous avez prévu, voilà d'autres alternatives qui existent. Et puis sur le transport, ça va être, et Maud en a très bien parlé, c'est pousser à éviter tout ce qui va être l'express, passer avec des transporteurs qui au maximum vont être neutres en carbone. Donc ça, c'est sur la réduction des externalités négatives. Et quand je parlais de saisir cette opportunité-là du e-commerce qui se développe, c'est en fait se dire la logistique est génératrice d'énormément d'emplois. C'est des emplois qui sont non délocalisables. Donc, comment est-ce qu'on peut essayer d'avoir un levier là-dessus? Donc, un peu comme Label Emmaüs, on est dans la démarche pour être entreprise d'insertion. Et nous, ce qu'on cible, c'est les jeunes de quartiers prioritaires à bas niveau de qualification. Et on veut lutter contre les discriminations à l'embauche. Donc, on fait un recrutement sans CV ni lettre de motivation. Voilà, donc ça, c'est l'approche. Merci pour ce
témoignages. Il y a plusieurs intérêts pour cette initiative. Donc, est-ce que vous pouvez mettre les références, le site ou autre sur dans les questions là, les questions communes. Je ne sais pas si vous êtes en lien avec la Belle Emmaüs, mais c'est une bonne occasion peut-être de travailler ensemble. Je ne sais pas, unissons les forces. Merci beaucoup. On reviendra. Hein, n'hésitez pas s'il y a des questions. Si vous voulez poser des questions spécifiques à la fin, quand j'aurai donné la parole à Vera, à l'une des intervenantes plus particulièrement, n'hésitez pas à le mettre et on se fera les relais des principales questions. Je vais passer donc la parole à Vera Dacuna, qui est donc la cofondatrice du Livre Vert, qui est donc intéressante parce que c'est une initiative, à la différence de l'initiative de Mozarda, qui est une initiative locale et volontairement qui s'inscrit sur une démarche territoriale. Vera, pourquoi est-ce que vous avez fondé le Livre Vert et quels sont les résultats concrets et les principales difficultés que vous avez aujourd'hui? On n'entend pas. Je crois qu'on ne t'entend pas, Vera. Ça y est, parfait. Voilà. C'est bon. Alors, merci déjà de l'invitation. Effectivement, avec l'augmentation de la consommation sur Internet, Amazon est un vrai sujet hein, dont on entend parler désormais chaque semaine, si ce n'est pas quotidiennement. Donc, effectivement, à l'inverse des projets, notamment de la Belle Emmaüs, on est vraiment un projet local et c'était vraiment l'idée de la création du Livre Vert avec Nicolas. Au départ, il n'y avait pas du tout d'ambition exubérante. Hein. C'est l'histoire d'un couple, hein, le Livre Vert. Donc, c'est vraiment le départ sur une idée qui a cheminé, qui est née d'un besoin hein, personnel également, de donner des livres au départ, et qui a pris un tel engouement qui nous a fait, qui a mis l'accent vraiment sur le besoin de mettre en place un système pour la récupération des livres locaux et ensuite pour le traitement de ces livres. C'est une entreprise que l'on a voulu vraiment systémique, une entreprise qu'on a voulu vraiment complète dans l'offre de propositions. Les personnes qui font appel à nos services nous contactent et aiment bien passer par nous parce qu'on collecte l'ensemble des livres. On ne va pas seulement récupérer des livres que l'on peut derrière commercialiser, mais puisqu'on a trouvé une issue à l'ensemble des livres que l'on collecte, c'est vraiment une offre globale. Donc ça, c'était l'idée du Livre Vert au départ, de proposer, de mettre en place vraiment une chaîne de valeur et de mettre en place une chaîne logistique autour de la deuxième vie du livre pour maximiser l'impact social du livre d'occasion sur le territoire. Nous sommes une entreprise d'insertion, donc depuis 2016, et l'insertion n'est pas venue tout de suite. C'est vraiment l'échange avec d'autres acteurs, des associations qui agissaient déjà localement, qui a mis en exergue vraiment la pertinence, ça a déjà été dit, des métiers de la logistique pour des personnes en insertion qui n'ont pas forcément de diplôme, qui ont connu des difficultés personnelles qui les amènent aujourd'hui à être dans une situation de précarité, d'exclusion. Et donc, c'est un bon levier pour se remettre au travail et pour donner un peu de sens et de valorisation à ce qu'ils font, aux compétences qu'ils ont oubliées, mais qu'ils ont toujours. Et donc, nous, on est là pour les mettre en évidence. Donc voilà, pour les difficultés, c'est vrai qu'on a choisi le livre. Le livre, c'est aujourd'hui un moyen. Donc l'objet social du Livre Vert, c'est vraiment l'insertion par l'activité économique. C'est pas forcément, on n'est pas un marchand de livres. Hein. C'est vraiment le livre comme un moyen d'insertion des personnes. Donc les difficultés, c'est qu'on agit néanmoins sur un marché qui est hyper concurrentiel, comme l'a dit Maud tout à l'heure. Même si nous, on est hyper spécialisés, on est uniquement sur le livre. On a des gros acteurs nationaux, internationaux. Bon, je ne parle même pas d'Amazon qui vend également du livre d'occasion à des prix totalement imbattables. Donc, on essaie vraiment. L'objectif et la difficulté majeure pour nous, c'était de mettre en place un modèle économique solide, puisque dans l'insertion par l'activité économique, il y a l'économique également, et sans l'économique, on n'arrive pas à faire de l'insertion non plus. Donc, l'idée, c'était vraiment celle-là, de se doter d'outils performants également. On a depuis le début du webinaire, j'ai noté quelques mots-clés. On a parlé de l'immédiateté qui est proposée par Amazon, la rapidité de la livraison,
l'offre de propositions. Et je pense qu'il faut aussi aujourd'hui faire face, et c'est aussi une difficulté que l'on rencontre aujourd'hui, nous en tout cas, de pouvoir faire face à ces impératifs que les consommateurs parfois dont les consommateurs ne se doutent même pas des impacts socio-économiques que ça peut avoir, cette immédiateté, le fait de vouloir acheter un livre et de le recevoir tout de suite sous 2 heures ou dès le lendemain. Donc, on a cette difficulté-là qui nous pousse parfois à mettre en place à réfléchir, mais c'est plutôt positif, mais à réfléchir à des outils logistiques, organisationnels en place dans notre centre logistique ici, informatique également. Proposer une offre de qualité également. L'idée, c'est pas de proposer et de montrer une face un petit peu sombre de l'occasion aujourd'hui. Alors, je rappelle vraiment qu'on n'est que sur du livre d'occasion, puisque c'est de la collecte, mais de montrer également que l'on peut proposer d'occasion aujourd'hui des belles choses qu'on peut donner une vraie valeur aux produits que l'on propose. Et c'est comme ça, je pense, qu'on arrivera aussi à mettre en place une alternative à des géants du e-commerce aujourd'hui. Puis après, une autre difficulté du livre vert, c'est plutôt sa visibilité. C'est vrai qu'on agit sur un marché national, voire même international, avec la vente de livres, national avec la Label Emmaüs également, que l'on a intégré il y a un an, mais la collecte est très territoriale, et c'est ça, la force de notre modèle, c'est d'agir sur le territoire, de pouvoir montrer aux personnes, aux gens ici, localement, qui viennent visiter notre entrepôt, aux écoles, aux écoliers, lorsqu'on se déplace, ce que l'on fait concrètement, quels sont les effets environnementaux, sociaux, de ce que l'on met en place. On a parfois des personnes qui accompagnent leurs livres jusqu'à notre entrepôt pour voir vraiment où ils vont. C'est un objet qui est très particulier, donc ils les accompagnent jusque chez nous. Et donc, on prend vraiment plaisir à leur montrer cette chaîne de valeurs que l'on a mis en place, à leur expliquer ce que l'on fait. Et c'est une force, je pense, d'avoir ce modèle local. Voilà. Vous faites partie également d'un collectif plus large qui s'appelle ICOS. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus l'ambition de ce collectif pour faire évoluer les pratiques de consommation? Oui, alors le collectif ICOS est né de la réflexion de l'organisation de la fédération de 5 acteurs locaux, une nouvelle fois. Donc le Livre Vert, le Relais Gironde qui collecte du vêtement, l'Atelier d'éco solidaire qui est sur du mobilier, Aircube qui est un centre de massification et les compagnons bâtisseurs. Et l'idée, c'est de répondre à un besoin, à une appétence également du public pour consommer de manière plus responsable, pour donner leurs objets également dont ils veulent se défaire, de proposer une solution, un village du réemploi et du recyclage, et de centraliser l'ensemble de nos activités de production, d'ateliers, des activités expérimentales également sur la transformation des produits sur un même espace en commun. Puisque la plupart des gens, alors pas forcément la plupart, mais une grande majorité des personnes ne se tournent pas forcément vers l'ESS ou des structures comme nous par manque d'informations, parce qu'ils ne savent pas qu'on existe, par des contraintes également logistiques, parce que nous, on est là et que le relais est à l'autre bout de la ville, donc ils ne veulent pas forcément se déplacer très loin pour donner leurs objets. Donc l'idée, c'est vraiment de se réunir sur un même lieu, de créer un village vraiment du réemploi, mutualiser nos activités, créer de l'emploi et réfléchir à d'autres possibilités de transformer des objets, faire de la sensibilisation beaucoup, parce que ça passe également par ça. Lorsqu'on travaille autour du réemploi, qu'on essaie de mettre en place de la vente de livres et d'objets d'occasion, ça passe également par la démocratisation de ce que l'on fait, montrer ce que l'on fait déjà depuis plusieurs années. Donc l'idée, c'est vraiment de se réunir autour de ces collectifs avec qui a été rejoint par d'autres acteurs, des grands acteurs locaux également, en Gironde, la recyclerie sportive, qui propose des articles de sport, échange nord-sud également. Donc, c'est de diversifier l'offre d'occasion, permettre à des personnes de non seulement venir nous les apporter à un seul endroit, mais également de permettre le tri, le recyclage de ces objets et de créer un centre commercial du réemploi, tout simplement. De proposer également à la vente l'ensemble de ces objets et de montrer qu'on peut, comme sur Amazon, peut-être pas forcément avec autant de diversité, mais proposer un large panel d'objets qui sont encore en état d'usage, pour faire face à la surconsommation qui est destructrice aujourd'hui d'un point de vue environnemental et d'emploi également.
Merci beaucoup, Vera. On a, avec les trois intervenantes, une belle diversité des différentes actions que l'on peut mener pour inventer d'autres modes de consommation et inciter une production différente ou d'autres manières de faire économie. Je voulais maintenant, dans ce dernier temps du webinaire, donner encore plus la parole à l'ensemble de nos participants, à la fois pour poser des questions, si vous voulez, à nos intervenantes, mais aussi pour faire une forme de brainstorming géant à 100 sur appel à idées sur ce qu'il resterait à faire pour vivre presque sans Amazon. Et pour cela, je voudrais, on va vous poser une question, tout simplement, un petit temps de réflexion sur, à la suite des échanges de cette agora, tout ce que vous avez pu entendre, sur la question qui va vous être posée par WooClap, où chacun prend le temps d'écrire une idée ou une proposition concrète, ça peut être une idée ou une proposition concrète, pour développer l'ESS comme alternative de consommation plus durable. Voilà, donc essayez vraiment de vous concentrer sur une idée, une remarque ou une proposition concrète. Et pour ce faire, Antoine, tu es là? Si ça m'a... Antoine, je ne t'entends pas. Est-ce qu'on m'entend, moi? Vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien, Romain. Bon. Oui, c'est bon. Voilà, WooClap, c'est bon, c'est parti. C'est sur le chat, mais il faudrait peut-être le mettre aussi sur les questions. Oui. Il faut cliquer sur le chat ou bien sur, tout simplement, il faut aussi le mettre sur le PowerPoint. Et je vais vous demander de répondre à cette question. Prenez 2 minutes. La question va être lancée. Antoine, la question n'est pas lancée encore, je ne sais pas si... Si, elle est lancée normalement. Juste le temps, je pense que tout le monde se connecte et... Bon. Moyen marquer un peu de patience, il n'y a pas de question lancée pour l'instant. On fait un essai. À vos smartphones ou à vos ordinateurs. Antoine, est-ce qu'il y a quelque chose ou bon, s'il y a une difficulté, on va la poser. Ça marche pas. Oui. Ça marche pour vous? Ça ne fonctionne pas? Non. Alors. On va recommencer. Ça permet de prendre une pause, de rassembler ses idées. Petite pause technique. Ouais, exactement. En attendant, je vais poser la question, sinon... Voilà, normalement, c'est bon. On y va, tous sur WooClap. Voilà. Une idée, une proposition pour développer l'ESS comme une alternative
crédible, je dirais, à Amazon. Ou pas. Ça ne doit pas être... Allez, on laisse encore 30 secondes pour découvrir les réponses. Ah bon, on les voit déjà en fait. Bon, ça continue à arriver. Ce qui est bien, c'est qu'on va garder évidemment toutes ces propositions pour voir. On n'a pas beaucoup parlé, mais peut-être pendant que les réponses arrivent, Marthe ou Antoine, est-ce que vous pouvez parler de la plateforme de la République de l'ESS? Oui, je peux le faire comme ça. Alors, oui. Tu le fais ou tu le fais, Antoine? On est deux. Oui, bon, on peut en parler rapidement. Donc, la plateforme, on vous a mis le lien en réponse aux questions, on pourra vous le remettre dans le chat. C'est une plateforme qui vous permet, en vous créant un compte de façon extrêmement gratuite et accessible à tous, d'accéder à notre plateforme qui regroupe 8 thématiques différentes qui parlent de beaucoup de choses, de la consommation, de la production, de comment travailler et bien d'autres choses encore, et qui permet à chacun de pouvoir proposer des idées pour améliorer non pas l'ESS mais la société en général. Ça s'adresse à toutes les personnes qui sont impliquées ou intéressées ou qui travaillent dans l'ESS et qui ont donc des idées pour améliorer la société au sens large. Il y a aussi la possibilité de partager des événements ou des ressources pour appuyer son propos. Et en fait, le projet derrière tout ça, c'est au fil des propositions, construire dans chaque thématique tout un programme en fait, qui au final donnera une déclaration commune qui sera finalisée à la fin de l'année. Et voilà, en créant un compte sur cette plateforme, vous pouvez participer à ce projet de structuration et de construction d'une déclaration commune à tous ceux qui s'intéressent à l'ESS. Ça va aussi au-delà sur peut-être le timing, Marthe. Oui, donc cet ensemble de contributions a vocation à constituer cette nouvelle déclaration, identité politique pour l'ESS, proposition de vivre autrement et comment on peut le faire. On aura un temps de rendu public au moment du congrès en décembre 2021. Évidemment, congrès de l'ESS France. Exactement, ce sera un congrès de la République de l'ESS et de ESS France, dont l'objectif ce sera justement de rendre publique cette déclaration qui sera écrite à partir de toutes ces propositions. Il ne s'agit pas que des propositions de choses qu'il faudrait qu'on fasse, mais ça peut être des propositions de réflexion de fond, ça peut être des propositions de politique publique, ça peut être énormément de choses. Les choses ne sont pas limitatives. Et puis lors de ce congrès, on en profitera pour tirer de cet ensemble de propositions un certain nombre d'éléments pour interpeller les candidats à l'élection présidentielle et permettre aussi à la République de l'ESS de bousculer peut-être le ou la future présidente de la République française et faire en sorte qu'on parle plus de l'ESS, que l'ESS puisse se développer, mais plus loin que ça, qu'on puisse
progresser dans une république plus sociale et plus solidaire, au-delà de notre seule forme d'économie. Donc voilà, cette plateforme est sans modération, c'est-à-dire que vous pouvez proposer tout ce que vous souhaitez. La seule chose, c'est qu'il faut créer un compte. Et une fois que vous êtes sur cette plateforme, vous pouvez dialoguer avec les autres, dialoguer sur des forums, sur des thématiques. C'est vraiment un espace d'échange et de construction collective qui a vocation à être le plus horizontal possible et le plus libre possible. Voilà. Merci beaucoup. Donc, c'est vrai que n'hésitez pas à y aller parce que ça permet de construire ensemble ces propositions et de mieux se connaître entre nous. Là, déjà, on a pu identifier autour de ce sujet beaucoup d'initiatives que nous n'avions pas identifiées, que nous ne connaissions pas et qui sont évidemment très intéressantes pour faire mouvement et pour travailler ensemble. Donc, c'est aussi un des grands intérêts de ces agoras et de cette dynamique de la République de l'ESS qui se lance. Alors, on va maintenant peut-être regarder, vous voyez tous je vais vous laisser tous prendre un temps pour regarder un peu les réponses, les idées. Antoine, est-ce que donc tu peux les mettre, on regarde et puis une fois qu'on a lu, on passe à la suivante. Fabriquer un instrument de communication qui met en regard les pratiques contre le climat, faire du lobbying européen. Donc là, ça s'adresse particulièrement à Naïla. Le lobbying, c'est au niveau français, mais au niveau européen. La question, d'ailleurs, je te la pose, est-ce que vous faites beaucoup de lobbying au niveau européen? On ne t'entend pas. Voilà, j'essaie de réactiver le micro. Oui, on a commencé par lobbying, donc un plaidoyer, parce qu'on l'assoit beaucoup sur la mobilisation citoyenne au niveau français, parce que à l'époque, on avait un gouvernement socialiste, une majorité socialiste, et puis on avait identifié des députés qui étaient à même de porter une proposition de loi, et que, évidemment, le niveau pertinent, c'est au moins le niveau européen de régulation, voire internationale, mais aussi que pour faire émerger des directives européennes, on sait que c'est compliqué si des États forts économiquement et politiquement aussi n'ont pas pris n'ont pas donné l'exemple en fait en matière de réglementation. Donc la loi en France sur le devoir de vigilance était pour nous un pied d'appel, une incitation à ce qu'il y ait d'autres régulations ailleurs en Europe et au niveau européen. Donc là, depuis la dernière mandature, en fait, le nouveau Parlement, la nouvelle constitution aussi de la Commission, on est vraiment organisé au niveau français entre ONG, syndicats qui historiquement travaillent sur cette question de la réglementation des entreprises, et au niveau européen aussi, tous nos réseaux sont coordonnés, et donc un peu de la même manière, on a des députés champions qu'on essaye de mobiliser, qu'on incite à mobiliser aussi plus largement au Parlement européen. Il y a déjà eu 2 rapports parlementaires sur la directive devoir de vigilance qui sont assez intéressants de notre point de vue, qui reprennent une bonne partie de nos recommandations. La prochaine étape, c'est l'adoption du rapport principal début février, qui va ensuite être soumis à la Commission, et là, tout l'enjeu va être de limiter l'action des lobbies économiques extrêmement présents, comme on le sait à Bruxelles, pour qu'ils ne dénaturent pas le contenu de cette directive européenne qui devra être très ambitieuse pour qu'on puisse réellement mettre le respect des droits fondamentaux au cœur des modèles économiques. Merci. Les autres idées, propositions, créer un portail d'accès unique à toutes les offres. Donc là, c'est vrai qu'il y a un enjeu à massifier encore plus, peut-être une offre comme celle de Label Emmaüs, et que encore plus d'acteurs de l'ESS le rejoignent comme portail peut-être unique ou central. Donc ça, c'est effectivement à travailler pour faire accéder au plus grand nombre à la consommation ESS. Et ça, c'est sans vouloir dévoiler, c'est une des réflexions que nous avons au sein de la République de l'ESS, c'est de se dire comment créer, comment appuyer, développer la consommation des acteurs de l'ESS en passant par le numérique. Et donc, ça, c'est un des sujets qu'on aura à discuter ensemble avec Label Emmaüs à l'avenir.
Sachant qu'il y a aussi tout l'enjeu du B2B. Parce que c'est vrai que nous déjà dans ce qui est B2C, on n'a que des produits d'occasion, donc évidemment le SS ne fait pas que de l'occasion. Il y en a qui fabriquent des choses, voilà, et donc ça n'a pas forcément beaucoup de sens de se retrouver sur le label Emmaüs. Et puis après il y a tous les services qu'on peut proposer aussi aux professionnels et les produits qu'on peut proposer aux professionnels. Donc c'est sûr que label Emmaüs n'a pas du tout vocation, je pense, à mutualiser toute l'offre, ça n'aurait pas beaucoup de sens. En revanche, on a développé une vraie expertise technique en termes d'acquisition d'audience, etc. Et ça, ce sera avec plaisir de la mettre à profit aussi, y compris en open source, pour développer plus d'initiatives comme la nôtre. Magnifique, parce que c'est vraiment ça l'idée, tout à fait. Merci, Maud. Beaucoup d'idées aussi sur dupliquer des kits de sensibilisation et de sensibilisation des consommateurs, faire parler des plateformes existantes, l'associer aux acteurs de l'ESS sur tous les territoires. Est-ce qu'on peut baisser un petit peu ? Donc, je vous laisse aussi découvrir, hein, je vais pas lire tout, on va tout conserver et voir sur… il y a aussi un certain nombre de choses sur, oui, il faut aussi que le consommateur accepte, et ça c'est difficile, une fois qu'on a accédé à la livraison en 1 heure ou en 1 jour, accepte des délais plus longs potentiellement, et des modes de consommation plus lents et plus durables. Donc on est à la fois sur travailler auprès du consommateur, travailler auprès du politique et travailler l'offre avec l'idée d'un label ESS, pardon. Beaucoup d'idées autour de la mutualisation et retrouver ce goût de la mutualisation au sein de l'ESS, fédérer les actions et les énergies, fédérer les plateformes, une centrale d'achat, gagner en visibilité. Voilà, peut-être terminer vers le bas. Est-ce qu'il y a encore des questions ou des propositions avant de… Bien. Non, mais en bas là. Structurer en filière, diversifier l'offre, campagne de communication à fort impact. Voilà. Faire des achats. Bon, on voit pas forcément tout. Hein. J'ai l'impression qu'il faut cliquer dessus pour voir l'ensemble de la proposition. Hein. Voilà. Pour développer l'ESS, il faut faire connaître toutes les initiatives existantes. Aussi, il faudrait, à mon sens, un portail commun d'accès on n'a pas fini de lire, aux différents acteurs de l'ESS. Et bien, c'est exactement, voilà, c'est exactement une des idées qui nous semble extrêmement structurante. C'est pas évident. Et d'ailleurs, Jonathan, qui est là, porte fort cette idée. Donc la transition est toute faite. Il nous reste quelques minutes avant de nous quitter. Je vais donner la parole à un invité surprise, Jonathan Jérémias, que beaucoup connaissent, qui est à la fois l'ancien président du mouvement des entrepreneurs sociaux devenu Impact France aujourd'hui. Il a cofondé, je ne sais pas, je ne vais pas avoir le temps de tout citer les différentes entreprises sociales qu'il a fondées, en particulier Andiamo, qui est une entreprise sociale qui accompagne les sportifs de haut niveau handicapés, l'association Comme les autres, qui accompagne des personnes en situation de handicap à la suite d'accidents. Il a également fondé une structure très connue des associations qui font de la levée de fonds auprès des particuliers, puisqu'il a fondé ONG Conseil, un des premiers opérateurs de collecte de fonds pour les associations. Et puis, il est également cofondateur de la SCOP Voie publique, qui est une agence
de communication et de mobilisation citoyenne que je recommande. Il est également administrateur de SS France et membre du collectif d'animation La République de l'ESS. Et je voulais lui demander, justement, après avoir écouté nos échanges, nos débats, eh bien un peu un billet d'humeur et peut-être une ou deux idées qu'il a pu retenir et comment tu vois les prochaines étapes jusqu'au congrès et après pour vivre sans Amazon ou presque, ou pas presque, et puis et construire les prochaines étapes de la République de l'ESS. Jonathan, on va t'ouvrir le micro. C'est bon? Ouais, bonjour à tous. Merci Romain pour cette présentation enthousiaste. Bonjour à ceux que je connais. Alors, j'ai pas accès à la liste des participants, c'est un peu frustrant, là, mais bon, déjà, le plateau du jour était passionnant. Non, mais c'est plus qu'une transition, les dernières interventions des participants. En réalité, c'est une substitution à ce que je devais dire. C'est souvent comme ça quand on conclut, c'est qu'en fait tout a été dit. Alors moi je vais un peu répéter puis à ma sauce quoi. Mais disons que moi je voulais exprimer 3 points, revenir sur trois points qui me semblent importants. D'abord, moi je pense qu'on peut reformuler la question du jour. Bon, Amazon d'une certaine manière c'est un détail. C'est un détail important et très, très impactant négativement, mais c'est un détail. C'est-à-dire ce dont on parle, la question qu'on se pose tous, en tout cas un bon nombre d'entre nous, c'est comment on peut vivre autrement, et notamment grâce à l'ESS. Comment on peut vivre autrement, c'est-à-dire, il faut toujours qualifier, parce qu'autrement ça ne veut rien dire. Mais comment, et je vais employer des gros mots, je veux dire comment on peut vivre autrement, émancipé d'une économie capitaliste, qui se préoccupe pas ni de son impact social, ni de son impact environnemental, et qui n'est en rien soucieux non plus de démocratie, donc qui ne partage équitablement ni ses richesses, ni le pouvoir en son sein. Donc c'est ça en fait la question qu'on se pose les uns les autres, c'est comment aussi on peut être un peu plus cohérent, parce qu'on a un certain nombre à avoir des idées, alors parfois des idéologies, parfois c'est plus que ça encore, ça peut être des dogmes, mais en tout cas on se demande tous comment on peut être un peu plus en cohérence avec ces idéaux, ces utopies là, qui ont été évoquées plusieurs fois pendant le séminaire. Et moi, je pense qu'avec l'ESS, en tout cas, l'ESS exigeante, celle qui se préoccupe de son impact, qui se préoccupe d'écologie, puisque dans l'économie sociale et solidaire, il n'y a pas la mention de l'écologie, or c'est un sujet incontournable aujourd'hui plus que jamais. L'économie sociale et solidaire qui est exigeante avec elle-même, on a une alternative, puisque c'est l'économie sociale et solidaire, elle est définie par la poursuite d'utilité sociale, la lucrativité limitée et la gouvernance partagée ou démocratique. Donc on a l'alternative. Simplement maintenant, il faut la développer. Et là, bon, les responsabilités sont multiples. Il y a une responsabilité immense des États qui, s'ils souhaitent que cette économie se développe, doivent mener des politiques publiques qui lui soient favorables. Alors, il y a eu la loi ESS en 2014 en France, et puis il y en a eu d'autres ailleurs, mais des politiques publiques favorables à l'économie sociale et solidaire, ou en tout cas à l'économie d'intérêt général, disons, et bien c'est des politiques publiques qui vont y injecter des financements massifs, qui vont permettre aux entreprises sociales et solidaires d'avoir une fiscalité favorable, d'avoir accès, quand elles cochent un certain nombre de cases, à des dispositifs de mécénat, de bénévolat, la préférence sur les marchés publics aussi, etc., etc. Donc il y a une responsabilité très importante des États. Et puis après, la question qu'on se pose, c'est la question aussi de l'individu, donc tout ça, de la responsabilité individuelle, de qu'est-ce qu'on peut faire nous à notre petit niveau. Et moi, je vais vous faire part de mon expérience personnelle, c'est que moi, il y a une vingtaine d'années, ça fait bizarre de dire ça, j'ai participé au démarrage du mouvement altermondialiste en France. Donc j'ai fait partie des quelques centaines de personnes qui se sont baladées d'abord à Millau, et puis pour aller soutenir José Bové qui avait démonté un McDonald's, qui était peut-être le symbole qui est devenu Amazon aujourd'hui de l'époque. Et puis ensuite on a fait le tour d'Europe, des sommets altermondialistes divers et variés pour
pour défendre une autre économie, en fin de compte. C'était déjà le propos. Et moi, à un moment, je me suis demandé, au-delà de ces grandes manifestations, rassemblements, etc., comment je pouvais vivre au quotidien en cohérence avec ces grandes idées, en fait, ces grands rêves, ces grandes utopies. Et j'ai commencé par découvrir qu'il y avait des banques qui faisaient différemment. Donc j'ai découvert le crédit coopératif et la nef. Et puis j'ai découvert aussi qu'il y avait des assurances qui fonctionnaient de façon un petit peu différente, alors de façon mutualiste. Donc la Massif, la Maïf, je cite exprès, hein, mais c'est évidemment ça. Il y en a bien d'autres, mais c'est pour qu'on voit de quoi on parle. Ensuite, quand j'ai créé des entreprises, j'ai découvert qu'il y avait un fournisseur d'énergie alternative, Enercop, et puis qu'on pouvait avoir des chèques déjeuners, donner des chèques déjeuners à nos salariés qui soient produits par une grande coopérative qui s'appelle le groupe UP, ex-chèque déjeuner, etc., etc. Je me suis même rendu compte que j'étais parti en vacances quand j'étais ado dans un truc qui s'appelait l'UCPA, et qui pour moi était l'équivalent de n'importe quel autre organisateur de voyage ou de vacances, mais qui en fait était une grande association, une grande entreprise, un des fleurons de l'économie sociale et solidaire. Et en fait, et puis je me suis acheté une paire de Veja, etc. Et en fait, on se rend compte quand on regarde de près qu'il y a beaucoup de possibilités de faire autrement déjà. Et donc on a un problème, je pense, hein, un de nos problèmes, c'est la visibilité. Alors on a probablement progressé, mais on est encore très 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 loin du compte. C'est-à-dire que aujourd'hui, si on veut, à tous les niveaux, hein, qu'on réfléchisse en tant que citoyen engagé qui veut participer à une cause d'intérêt général, en tant que consommateur, en tant que salarié, en tant qu'entrepreneur, investisseur, et qu'on se dit comment je pourrais faire autrement, comment je pourrais faire plus utile, plus impactant, c'est quand même, pour le lambda, c'est quand même une galère. C'est-à-dire que nous qui sommes très habitués à tous ces cercles, ces écosystèmes, déjà, je vous mets au défi, quand vous voulez faire vos courses de telle ou telle chose, choisir telle ou telle réponse à un besoin, trouver un service, un bien, de me dire où est-ce que je peux aller chercher pour aller vite. Alors effectivement, il y a Label Emmaüs, c'est formidable, et puis il y a d'autres initiatives, mais il nous manque, et ça c'est ce que disait un des participants, ou plusieurs d'ailleurs de participants, pour moi il nous manque alors la plateforme, le site internet, l'application de référence du Vivre Autrement, où on peut rentrer en fonction de son statut. Là, c'est en tant que consommateur en particulier, là c'est en tant qu'entreprise qui fait du B2B, là c'est en tant que citoyen qui veut s'engager pour une association, là c'est en tant que salarié qui cherche du travail. Il nous manque cet endroit où on peut aller, qui va sûrement nous orienter vers d'autres plateformes, Label Emmaüs et d'autres, mais qui serait le point de rendez-vous, en fait, du citoyen XXL, comme notre ami Tariq Ghezali dont il parle souvent. C'est ce citoyen qui vote aux élections, ou pas d'ailleurs, c'est son problème d'une certaine manière, mais qui surtout au quotidien vote en permanence, dans chacun. Alors pas obligé on a le droit aussi au repos et à l'imperfection et à l'incohérence, à la contradiction, mais quand même qui dans ses actes d'individus responsables, libres, eh bien peut voter comme ça en achetant, en consommant, etc. Et je pense que c'est un des enjeux c'est pas le seul, mais c'est un des enjeux de la République de l'ESS et de l'ESS de façon générale, et de l'économie positive, l'économie impact, peu importe comment on l'appelle, ça c'est des débats qu'on a très souvent entre nous, mais qui sont importants, mais qui sont pas ce qui compte le plus. C'est-à-dire que là, il faut qu'on ait un point de ralliement, qu'on ait un endroit où on se retrouve et où on fait la promotion de ce qu'on est et de ce qu'on aime, et où on peut le trouver. Et à mon avis, en arrivant à faire ça, et je ne sais pas comment on va faire, hein, on en parle depuis quelques temps, on va finir par créer une boîte, Romain, et puis voilà, c'est tout, hein, comme on a l'habitude de faire, mais il faut qu'on ait ce point de rendez-vous. C'est une des conditions, à mon avis, du changement d'échelle. Il y a les États, mais il y a aussi, bien sûr, les individus, et les individus, pour agir, ils ont besoin d'être éclairés, ils ont besoin d'être correctement informés, ils ont besoin d'avoir accès à ce qui fait que derrière, ils puissent choisir de façon engagée pour ce qui nous intéresse ici.
Voilà, donc mon petit billet d'humeur, comme comme tu me l'avais suggéré. En tout cas, j'ai trouvé que c'était passionnant. Moi, j'ai appris pas mal de choses aujourd'hui. Il y a encore des nouvelles choses sur Amazon, qui décidément est une entreprise formidable. Je ne savais pas que... Enfin bref. Mais bon, peu importe. Encore une fois, je pense qu'il ne faut pas focaliser sur Amazon. Ce qui est intéressant, c'est il y a une économie qui se préoccupe pas tellement des questions sociales, environnementales et démocratiques. Et puis, il y en a une autre qui est multiforme, qui s'en préoccupe. Et c'est celle-là qu'on aime et qu'on a envie de voir se développer. Et pour ça, il y a beaucoup de leviers. Et on est loin du compte encore. On parle parfois de 10% du PIB, 14% de l'emploi. En fait, si on regardait de près cette économie-là dont on parle, je ne suis même pas sûr qu'on soit à ces niveaux-là. Donc, le chemin est énorme, mais en même temps, il est passionnant. Voilà. Merci infiniment, Jonathan, pour cette conclusion absolument parfaite pour donner des perspectives. Je pense qu'on va rester en contact avec on a été au plus fort, plus de 120 personnes présents et pas mal de renouvellements, donc au moins 150, je dirais, qui ont suivi à un moment ou à un autre le webinaire. Il y avait près de 300 inscrits, je crois, au départ. Donc, ça commence à faire une communauté. On a rappelé un certain nombre d'étapes. On a envie de réfléchir tous ensemble à l'avenir de l'ESS. Donc, vous êtes vraiment tous les bienvenus. N'hésitez pas, là, on va se quitter. N'hésitez pas, évidemment, si vous avez encore des questions ou des remarques, à les mettre. On pourra les faire passer à nos différents intervenants au besoin. N'hésitez pas à aller sur la plateforme la République de l'ESS, suivre ce que fait la République de l'ESS et plus largement ESS France. Il y avait un site flash qui était en lien avec le webinaire qui s'appelle « Vivre sans Amazon ». Vous allez le retrouver vivresansamazon.org, je suppose, qui réunit, peut-être qu'on va vous le mettre là sur le chat, qui réunit un certain nombre également d'initiatives et de propositions, et donc c'est également un prolongement de notre Agora. Merci pour votre active participation. On n'a pas eu le temps de tout lire, de tout prendre en compte en direct, mais on le fera, c'est promis, en se posant dans les heures et les jours qui viennent. Excellente fin de journée à vous. Moi, je suis en décalage horaire, donc voilà. Et merci encore à tous. Merci également à l'équipe d'ESS France et en particulier à Marthe et à Antoine qui ont vraiment travaillé d'arrache-pied pour que ça puisse se tenir et qui continuent à nous aider à développer cette initiative de la République de l'ESS. À bientôt. Merci à toutes et tous.